Ho'oponopono, c'est « je t'aime, s'il te plaît pardonne-moi, je suis désolé, merci ». Ce qui est important dans la question de la paix et de la réparation, puisque quand on parle de conflit, on parle souvent de blessures. S'il y a blessure, il peut y avoir des choses à réparer. Ça va être de se mettre dans une position d'humilité, une position d'ouverture par rapport à l'autre. Et Ho'oponopono nous invite à ça. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bienvenue, une nouvelle matinée santé sur Beurre FM avec mon invitée Anne-Catherine Sabas, bienvenue. Merci de votre invitation. Vous êtes psychanalyste, psychopraticienne et formatrice en communication et gestion de conflits et vous publiez Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits aux éditions du Rocher. Vos cabinets sont pleins d'exemples de gens qui viennent de vous parler de conflits. Oui, ils viennent nous parler d'eux-mêmes, de leur rapport à eux-mêmes, aux autres. Et dans ces rapports, il y a parfois des moments très tendus. Il y a beaucoup d'exemples dans votre livre de relations entre les parents et les ados. C'est votre quotidien, ça, ou finalement la majorité des conflits sont avec les ados? Alors, j'ai un pré-ado à la maison. C'est peut-être pour ça, alors. Qui, je pense, va vers de plus en plus de calme à mesure qu'il grandit. J'ai cette chance-là pour l'instant, pourvu que ça dure. Mais je reçois beaucoup d'ados. J'aime beaucoup les adolescents. Je leur dis d'ailleurs, en général, à la première séance, que moi, j'ai eu une adolescence absolument pourrie. S'il me fallait me payer très cher pour y revenir, je ne le ferais pas. Donc, je pense que ça les met en confiance et ils comprennent que j'ai des choses à leur dire et surtout de quoi les écouter. Bon, il faudrait demander à vos parents. Ils sont plus là, malheureusement. Ils sont là-haut, ils me regardent. Peut-être que c'est eux qui ont une idée de l'adolescente que vous avez été, invivable ou pas. Alors, ils doivent se dire surtout que j'ai beaucoup cheminé vers le pardon et la paix. Une méthode hawaïenne qu'on va retenir ce matin. Alors, c'est Ho'oponopono. Comment vous prononcez? Oui, on dit Ho'oponopono. Ho'oponopono. Vous êtes une fille qui est née dans les îles du Vent. C'est où les îles du Vent? Tout à fait, Tahiti. D'accord. Je suis née à Tahiti. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, c'est une bonne question. J'avais un papa militaire qui est allé me faire naître là-bas. C'est vraiment magnifique. C'est comme sur les cartes postales. Et puis finalement, en région parisienne, il y a pas mal de choses à faire. Donc, oui, c'est vrai. Surtout aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Oui. Alors, cette méthode hawaïenne Ho'oponopono, il y a 4 mots à retenir. Et c'est ça que vous devez retenir de cette émission. D'accord. Alors, les 4 mots, bon. C'est une méthode, en fait. Oui, c'est une méthode. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui est important, c'est l'esprit qu'il y a derrière et surtout le cœur avec lequel on le fait. Ho'oponopono, c'est « je t'aime, s'il te plaît pardonne-moi, je suis désolé, merci ». Alors, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Ce qui est important dans la question de la paix et de la réparation, puisque quand on parle de conflit, on parle souvent de blessures. S'il y a blessure, il peut y avoir des choses à réparer. Ça va être de se mettre dans une position d'humilité, une position d'ouverture par rapport à l'autre. Et Ho'oponopono nous invite à ça. Ça nous invite, comme beaucoup de philosophies d'ailleurs, je dirais centré sur la vraie relation à l'autre et sur l'écoute, centré sur la compassion, centré sur toutes ces valeurs humaines qui font qu'une relation est possible à l'autre. Je t'aime, pourquoi je t'aime? Parce que si je veux vraiment rentrer en contact avec toi et te comprendre, il va falloir, si j'ai du mal à t'aimer, au moins que j'essaye de m'en approcher, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais envoyer inconsciemment des messages d'hostilité, des messages peut-être de revanche quand il y a eu des blessures, qui font que la communication va être dure à réparer. Donc, évidemment, quand on veut s'entendre bien avec nos proches, il faut d'abord se souvenir que on s'est mis en couple en général par amour, on a fait des enfants en général parce qu'on avait envie de les aimer. C'est quand même la base. Mais vous souriez, mais ce qu'on voit souvent dans les familles, c'est qu'on oublie l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va se pourrir la vie tous les jours parce que le tube de dentifrice n'est pas rebouché, et on oublie qu'à la base, la personne qui est là, on l'aime. Voilà. Mais vous avez employé la bonne expression. On va se pourrir la vie tous les jours. Et oui. Et pourquoi on se pourrit la vie plutôt que de se la rendre formidable? Alors, pleine de tendresse, d'amour. Mais oui. Alors, la première raison, et qui est malheureusement très humaine, c'est qu'on a quand même tendance souvent à considérer que c'est les autres qui nous pourrissent la vie.
Hein. C'est-à-dire, ça c'est le premier écueil, c'est qu'on croit que le monde est contre nous, on croit que le monde nous pourrit la vie, que le monde est compliqué, et on oublie souvent, et c'est pour ça que Ho'oponopono est intéressant, parce qu'il nous rappelle d'aller vers un travail sur soi, vraiment. Hein. On oublie que c'est notre façon de voir les choses qui va déterminer comment on se sent. Si je considère que c'est triste aujourd'hui qu'il pleuve, et que je me répète ça à longueur de journée, je risque d'arriver chez moi ce soir, pas de bonne humeur. Hein. Donc, on se pourrit la vie parce que les choses ne vont pas comme on voudrait, qu'on s'imagine qu'elles devraient être autrement, et que finalement, on va être dans un conflit par rapport à la réalité. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on se pourrit la vie. Mais c'est pas les autres qui nous pourrissent la vie. Il arrive que les autres nous pourrissent la vie aussi. Hein. Mais alors là, il va falloir trouver une solution, parce que on parlait d'adolescents tout à l'heure. Quand vous avez un ado qui claque les portes toutes les 5 minutes, ou qui met la musique à fond, ou qui qui vous parle sur un ton très désagréable, c'est sûr que ça n'aide pas à être calme. Mais la question, c'est comment vous allez recevoir ça. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez le prendre comme une déclaration de guerre? Parce que ça, c'est souvent, malheureusement, une réaction instinctive. Hein, l'autre est contre nous. D'ailleurs, je parle dans mon livre aussi de ce livre que tout le monde devrait avoir lu, Les 4 accords Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle. Pourquoi tout le monde oublie le 5e accord? Ah oui, parce que... voyez... Oui, c'est vrai. Alors moi, je l'oublie aussi, je vous avoue. Hein, parce que déjà, avec les 4 premiers, il y a tellement à faire. Et si déjà, on utilise celui, en effet, de ne pas en faire une affaire personnelle, dans notre famille, ça va aller beaucoup mieux. C'est ce que je répète souvent à mes patients. L'autre n'est pas forcément votre ennemi. Bon, votre livre est une méthode pour apprendre à désamorcer des conflits plutôt que de les nourrir. Ce qu'on peut parfois tendance faire aussi, oui. Ou les provoquer. Parce qu'il y a toujours quand on s'intéresse un petit peu à un conflit, et quand on s'intéresse aux conflits familiaux, quand on les regarde bien, on peut les voir arriver d'ailleurs. Tout à fait. C'est comme une pièce de théâtre. Hein, vous avez des répliques, c'est toujours les mêmes, et puis une réplique en général entraîne le même genre de réplique en face. D'ailleurs, on s'amuse beaucoup, je pense à une de mes patientes adolescentes qui me racontait, alors c'était toujours pareil, hein. Alors elle m'a dit ça, elle parlait de sa mère, elle m'a dit ça, j'ai répondu ça, elle a fait ça, j'ai fait ça, et là je la coupais, je lui disais, et là, il s'est passé ça. Elle me disait, mais comment vous savez? Je lui dis, mais c'est évident, parce que c'est toujours pareil. Et donc on s'est amusé à essayer de changer une réplique de la pièce de théâtre. Hein. Et si, au lieu de lui dire, oui, j'en ai marre, de toute façon, tu comprends jamais rien, tu lui disais, ah, c'est intéressant ta manière de voir les choses, je l'avais pas vu comme ça. Et en fait, elle a essayé une fois. C'est un jeu. Ça, c'est à la télévision, ça, c'est dans les séries sur TF1, ce que vous faites. Alors, je sais pas, parce que je vous avoue que je veux pas trop me laisser influencer, parce que non, je rigole, TF1 je rigole, mais... dit de la psychothérapie. Mais en fait, c'est du pur bon sens. C'est-à-dire qu'on a des relations avec nos proches qui nous connaissent par cœur, nos inconscients se connaissent, on a toujours les mêmes blessures, toujours les mêmes tapis dans lesquels on bute. Et si à un moment donné, on fait un pas de côté, quelque chose va se passer. Vous expliquez que les conflits sont des miroirs sur nos relations. Qu'est-ce qu'ils disent de nous, finalement, les conflits qu'on a avec les autres? Alors déjà, ils disent qu'on n'est pas la personne aussi parfaite et aussi sage qu'on veut bien se raconter de temps en temps. Hein. Et ça, c'est très important. Je finis d'ailleurs, je crois, mon livre là-dessus. C'est que... nos conflits et les conséquences que ça provoque aussi sur notre entourage, parce que des fois on peut voir dans les yeux de notre conjoint, de nos enfants, qu'on les a blessés. Hein. On n'est pas la personne aussi merveilleuse qu'on se raconte. Et ça nous rappelle aussi de faire attention. Donc déjà dans ce sens-là, ça peut être un miroir. Après, ça peut être un miroir parce qu'on reproche souvent aux autres des choses qu'on n'aime pas en soi aussi. Hein. Alors expliquez-nous ça. Alors, c'est quoi? C'est la projection. Voilà. Alors, j'ai un exemple, une de mes anciennes patientes dont le mari avait revu par hasard une ancienne collègue artiste et elle était terrorisée qu'il la trompe avec cette ancienne collègue parce qu'il en parlait en des termes élogieux. Elle était incroyable, elle était talentueuse, elle était douée, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette patiente, elle commençait à détester cette femme qu'elle ne connaissait pas. Hein, mais rien que d'entendre son nom, ça l'empêchait de dormir pendant 3 nuits. Et on s'est rendu compte petit à petit qu'en fait, ma patiente avait complètement abdiqué une carrière artistique 20 ans plus tôt. Et que elle avait refusé cette partie-là parce que ses parents ne l'avaient pas du tout encouragée. Elle en avait développé une espèce de rejet envers les artistes qu'elle considérait comme des gens pas sérieux. Et en fait, il fallait qu'elle se remette à aimer cette partie-là d'elle. Et ce qui s'est passé, c'est que non seulement le mari l'a pas trompée avec l'artiste, mais qu'elle, elle s'est remise à peindre. Il y a un autre exemple dans votre livre, c'est un petit garçon qui traite sa sœur de voleuse.
Oui. Qui n'arrête pas de dire c'est une voleuse, c'est une voleuse, c'est une voleuse. Alors, j'ai plusieurs exemples, j'espère que je ne vais pas tout mélanger, mais, non, mais c'est intéressant. Je crois que celui dont vous parlez, là, c'est lui qui est voleur. Mais oui, c'est lui qui est voleur. Donc, il n'arrête pas de traiter sa sœur de voleuse. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est lui qui vole. Et oui. Enfin, qui vole des pièces dans le porte-monnaie de ses parents. Hein. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent de manière complètement inconsciente. Vous connaissez cette expression enfantine, c'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. Hein, voilà, c'est ça. C'est la projection. Il y a des choses qu'on n'aime pas en nous. On ne peut pas les voir, on ne veut pas les voir, mais on va les repérer chez les autres. Et parfois, on va les inventer chez les autres. Hein, on va traiter quelqu'un de quelque chose, alors qu'en fait, il n'est pas du tout concerné par ça. Et la question à se poser, c'est est-ce que finalement, c'est pas moi qui suis comme ça, hein? Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a répondu à la question ? Alors revenons à... Par exemple, si on reproche à l'autre d'être, on va dire entre guillemets, désordonné, par exemple. Alors déjà, ou de s'étaler, ou d'être égoïste. Tiens, égoïste, ça c'est quelque chose qui peut venir assez facilement. Alors c'est intéressant justement, la question d'être égoïste, parce que parfois, on ne l'est pas assez. Il y a des gens, par exemple, qui vont vous reprocher d'être égoïste alors que vous êtes beaucoup trop généreux. Moi, quand j'ai des patients qui arrivent, qui me disent, voilà, elle m'a dit que j'étais trop égoïste, moi j'éclate de rire et je leur dis, à vous, trop égoïste. Et en fait, bon, je dis pas ça à tout le monde, parce que certaines personnes le sont vraiment, évidemment, très égoïstes, trop. Mais la question, c'est, à partir du moment où un mot a été prononcé, comment il résonne en nous ? Est-ce que c'est une exhortation à se dire « Ah bah tiens, finalement, et si je l'étais un peu plus égoïste ?» Est-ce que, au contraire, c'est une critique qui est fondée ? C'est des questions qu'il faut se poser. Et là, parfois, on a besoin de l'aide d'un professionnel. Parce que le problème, par exemple, de la personne qui n'est pas assez égoïste, c'est qu'on lui a appris en général qu'il fallait à tout prix être hyper généreuse. Elle s'est toujours sacrifiée pour tout le monde. Et dès qu'elle ose prendre 5 minutes pour elle, elle se dit, ça y est, je vais aller en enfer parce que je suis la pire des personnes. Et là, il y a toute une rééducation. Et en plus, on le lui reproche. Exactement. En parlant d'égoïsme, je vais revenir à l'ego, parce que vous trouvez que finalement l'ego dont on parle tout le temps aujourd'hui, on le met à toutes les sauces, et que c'est une notion qui est devenue fourre-tout. Oui. Quel sens vous donnez, vous, à cette notion d'ego ? Alors, je refuse presque d'en donner, parce que justement, il a été un peu diabolisé, cet ego. C'est comme la notion de lâcher prise, vous savez, on met plein de choses. Il y a le lâcher prise et la bienveillance, si vous voulez, en ce moment. Voilà. Qui sont très... Alors, la bienveillance, bon... il y a toutes les sauces. Aussi. Mais pour revenir à la question de l'ego, alors on a besoin d'avoir un ego, on a besoin d'avoir un narcissisme, une image de soi, une capacité à défendre notre point de vue, une vision un peu claire de qui nous sommes, ça c'est le moi. Voilà. Le problème, c'est quand il va être trop développé, qu'on va nier l'autre. Mais on a besoin d'avoir un ego. On a besoin d'être un petit peu construit à l'intérieur. On a besoin de savoir un peu qui on est. Ça, c'est l'ego ? Moi, je le vois un petit peu comme ça, mais c'est très discutable. Hein. Je vous l'ai dit, c'est un mot que moi, je n'aime pas trop employer parce que... Qu'est-ce que vous préférez utiliser pour que ce soit plus juste, en fait ? Alors, évidemment, chez les Jungiens dont je fais partie, on parle du soi. Le soi étant en même temps une instance régulatrice de la psyché et en même temps quelque chose qui nous relie à plus grand que nous. Il y a une notion de sacré dans le soi qui nous renvoie à notre place d'interdépendance avec les autres et au monde, etc. Donc, il y a une dimension supplémentaire. Après... Le problème de l'ego, c'est qu'il est évidemment lié à égoïsme. Et égoïsme, c'est connoté négativement. Donc, déjà, ça ferme des portes. Dans nos conflits d'aujourd'hui, il y a souvent des prises de racines dans des conflits non résolus d'hier et qu'il faut identifier. Alors, comment on fait pour identifier ces conflits non résolus et qui ressortent aujourd'hui ? Alors, en ce qui concerne les conflits et je dirais les relations avec les autres, il y a un chemin qui est inévitable, c'est celui de se reconnecter à son corps. Parce que c'est dans notre corps que se passent les sensations, les émotions, les souvenirs, les malaises, mais aussi la joie, le bonheur, etc. Quand on est face à quelqu'un avec qui on se sent bien, on le sait, on le sent.
En revanche, quand vous rencontrez à une fête la cousine que vous n'avez pas vue depuis 10 ans et avec qui vous vous êtes super disputé lors d'un mariage 10 ans auparavant, à peine vous la voyez, votre ventre se serre, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je suis en train un petit peu de m'éloigner de la question. Non, mais la cousine, c'est bien, parce qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. Voilà, la cousine, c'est bien. Ce qui se passe, c'est que on doit réussir à identifier qu'est-ce qui se passe en nous. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réparer quelque chose du passé. Pour réparer quelque chose du passé, il faut d'abord l'avoir identifié. Et la plupart des gens qui veulent bien faire, parce qu'on n'aime pas souffrir, vont se dire non, moi ça c'est pardonné, c'est oublié, j'y pense plus, etc. Mais leur corps il dit l'inverse. C'est-à-dire que vous avez par exemple des couples, non ça va, elle m'a trompé il y a 10 ans, mais voilà, sauf que je n'accepte plus que la personne me touche. Ça montre bien qu'il y a un problème, vous voyez ? Donc, pour pouvoir réparer et comprendre ce qu'il y a à réparer, il faut d'abord être sincère avec soi-même et écouter. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en contact avec telle personne ? Quelle image me vient ? Et là, on est souvent dans une histoire de stress post-traumatique. Quand je suis avec telle personne, je me souviens qu'il y a 10 ans, elle m'a traité de je ne sais pas quoi au mariage de la cousine. Bon, alors c'est ça qu'il va falloir aller traiter. On reparle encore de la cousine. Non, mais c'est bien. On voit tout ça. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à des mariages, mais bon, on peut avoir l'occasion. Mais oui, mais voilà, c'est l'occasion de se et de revoir des gens qu'on voit régulièrement. Voilà. À ces occasions. Donc être à l'écoute de soi, parce que notre mémoire, elle sait. Notre mémoire, elle nous raconte quand on n'arrive pas à dormir ce truc qui s'est passé il y a 25 ans et qu'on n'a toujours pas digéré. Et c'est ça qu'il faut aller traiter. C'est pas ce qui vient de se passer là. C'est ce mémoire, ce traumatisme qui nous empêche d'avoir aujourd'hui des relations correctes avec la personne. Et vous recevez, vous, dans votre cabinet, des gens qui veulent comprendre pourquoi, finalement, ils se disputent toujours dans leur famille, et pourquoi c'est toujours la même chose, et pourquoi ils reproduisent des schémas qui reviennent sans cesse. Oui, ils veulent comprendre, bien sûr, mais avant de vouloir comprendre, ils veulent que ça s'arrête, ils veulent arrêter de souffrir. Et donc, je leur explique que pour pouvoir arrêter de souffrir et sortir de ce fameux cycle des conflits, il va falloir comprendre ce qui se joue, comprendre à quel moment ça se déclenche, comment, après quelle parole, après quelle action, dans quelles circonstances, dans quel état d'esprit on était à ce moment-là. Parce qu'il y a des conflits qui naissent tout simplement parce que telle ou telle personne ne supporte pas les chaussures qui traînent. On a tous des points sensibles et on peut être sûr que si ce jour-là il y a les chaussures qui traînent, moi ce matin j'ai failli me disputer avec mon fils, parce qu'il y a une histoire de clés chez nous, des clés qui ont été perdues, et je me suis dit Anne-Catherine, t'as une émission sur les conflits, ne pars pas en vrille. Et je lui ai dit après, ça l'a bien fait rire, c'est un sujet de plaisanterie entre nous. En fait, j'ai cru que sa clé était perdue, et c'est arrivé plusieurs fois cette année déjà, et donc j'ai senti quelque chose qui montait, je me suis dit respire, voilà, et c'était réglé. Mais voilà, c'est pour illustrer que moi je fais comme les autres, des fois, j'ai des moments où je sens que ça pourrait aller vers le conflit. Il y a la théorie, il y a la pratique, après, il y a la vraie vie. Alors après, j'ai des outils, et comme j'essaie d'être vraiment cohérente dans ma vie, je me dis, ça fait rire des patients à qui je raconte ça d'ailleurs, je me dis, bon, allez, sérieusement, tu as écrit un bouquin, il faut que tu mettes en pratique ce que tu as mis dedans. Et ça marche, évidemment. C'est à chaque fois, si votre fils perd sa clé et que ça coûte 400 € à chaque fois, c'est vrai que c'est vite dissuasif. Voilà, alors ça coûte moins de 400 €, mais depuis le début, on doit en être à peu près à 400 € quand même, oui, en effet. Parce que vous avez un gentil serrurier, c'est pour ça. Voilà. Alors, un conflit, on est rarement tout seul. Pour avoir un conflit, on est plusieurs, et il y a rarement un coupable, une victime et un sauveur. Alors, ça c'est une grande question d'ailleurs, parce que on a tendance par exemple dans les divorces à dire c'est toujours 50-50. Moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je crois qu'il y a des gens vraiment, je vais employer un terme à la mode, les pervers narcissiques, les manipulateurs, ils existent, ils sont pas aussi nombreux que ce qu'on veut nous dire, heureusement pour nous, sinon on serait tous en hôpital psychiatrique, mais ils existent. Il y a des gens qui, quelle que soit la raison psychologique, ont besoin de conflits, se nourrissent de conflits et vont chercher les conflits. Parce que c'est une manière pour eux de se rassurer, c'est une manière de maintenir une certaine pression, une certaine tension. J'en discutais hier avec un patient qui me disait qu'en fait, il réalisait qu'il avait grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de disputes et que ça le stimulait. Et en fait, une vie plan-plan où on s'aime et où on vit tranquillement, ça l'embêterait. Alors, pour revenir à ce que je disais auparavant, est-ce qu'on est seul responsable? Est-ce qu'on est deux responsables?
il y a donc ceux qui, en effet, cherchent le conflit. Il y a des situations où on est deux responsables. En effet, c'est une question d'alchimie. Ça se nourrit, un conflit. Ça se nourrit, voilà. Ouais. Et même dans le cas où vous avez affaire à un gros méchant, pour caricaturer, qui veut vraiment chercher les problèmes et qui va aller juste piquer là où ça fait mal et qui veut pas se rendre compte qu'il a sa part de responsabilité, qui va rejeter la faute sur vous, ça c'est le pire. Vous pouvez à un moment donné décider d'interrompre la communication. Et ça, c'est une partie très importante dont on parle peu, c'est qu'on considère que si on interrompt la communication, c'est parce qu'on est lâche, c'est parce que on fuit. Eh ben non, il y a des moments, c'est la seule solution. Et comment on interrompt la conversation ? En refusant d'avoir le dernier mot. Voilà. Et oui. Et ça, ou alors on peut dire, je n'ai pas envie d'avoir cette conversation aussi. Par exemple, tout à fait. C'est-à-dire en acceptant qu'on n'est pas sur un combat on n'est pas sur un ring où il faut mettre KO l'adversaire. Parce que on parlait tout à l'heure de bienveillance, on parlait d'Ho'oponopono. Si vous considérez que votre quotidien est un lieu de compétition, vous ne pourrez jamais avoir des bonnes relations avec votre entourage. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça les relations familiales. À un moment donné, il faut accepter, même si l'autre dit n'importe quoi. Évidemment, on pense souvent qu'il dit n'importe quoi et que nous on a raison, c'est évident, on est humain. Mais ok, d'accord, il dit ça, il a le droit. Moi je dis des fois à mes patients, mais votre conjoint, il a le droit d'être con, laissez-lui ce droit après tout. Qu'est-ce que vous appelez, oui. Qu'est-ce que vous appelez ? Ça veut dire que aussi, ça faut accepter de vivre avec un con ou une conne. Oui, alors c'est une façon un peu provocatrice. C'est ça que ça veut dire aussi. Moi, j'aime bien faire rire mes patients et les provoquer un petit peu, mais c'est une manière de leur dire on peut trouver à un moment donné que l'autre a tort, et il peut en effet, de manière flagrante, avoir tort, mais je disais ça encore à une patiente hier, mais ça concernait sa sœur, mais on ne peut pas changer l'autre. Donc, laissez la personne avoir raison, penser qu'elle a raison, exprimer ce qu'elle a exprimé, vider son émotion, parce que si elle ne le fait pas, de toute façon, tôt ou tard, ça ressortira. Et puis, attendez que ça se calme, ou revenez-y plusieurs jours plus tard en lui disant, tu sais, est-ce que tu veux qu'on reparle de ce qui s'est passé ? On n'est pas obligé d'avoir le dernier mot tout de suite. Il n'y a pas de gagnant, de perdant. Vous dites que c'est un piège, finalement, d'avoir le dernier mot. C'est un piège parce que s'il y a un gagnant, il y a un perdant. Et si l'autre a le sentiment d'être perdant, il y a quelque chose qui est abîmé dans la relation. Parce qu'on n'aime pas perdre. Personne n'aime perdre. Donc, si l'autre me fait sentir que c'est lui qui a raison, que je dis n'importe quoi et que je suis perdante, il y a quelque chose qui va me gêner et ça va compliquer la relation. Pouvoir se dire à un moment donné, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même expérience, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même vision des choses. Personne n'a raison, personne n'a tort. Moi, c'est ce que je dis quand je reçois un couple, par exemple. Je dis ici, vous allez exprimer chacun votre vérité. Parfois, ces vérités vont être apparemment complètement contradictoires, mais les deux seront vraies parce que c'est votre expérience. Vous allez ressentir que il est trop ceci. Vous allez ressentir qu'elle est trop cela, et vous aurez tous les deux raison dans votre ressenti, puisque vous le vivez comme ça. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est comment vous le vivez, parce que c'est la manière dont vous vivez les choses qui va entraîner un conflit ou pas. C'est pas la réalité objective, ça n'existe pas la réalité objective. Mais comment vous laissez l'autre, comment vous dites à l'autre qu'il a raison ou qu'elle a raison, si vous n'en êtes pas persuadé, que vous pensez justement l'inverse, le contraire, vous lui dites que c'est vous qui avez raison. Alors, vous lui dites pas qu'elle a raison, parce qu'en fait, elle n'a pas raison non plus. Personne n'a raison. Vous lui dites, et c'est ce que j'ai suggéré à ma patiente hier, vous lui dites, ok, donc toi, tu vois les choses comme ça. Bon, ok. Moi, je les vois comme ça, ou je les sens comme ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est comme ça. Mais on n'est pas obligé de dire raison ou tort. C'est-à-dire, il faut accepter. Et dans notre pensée occidentale, c'est compliqué, c'est très manichéen. Il y a le bien, le mal, le noir, le blanc, la gauche, la droite. Bon, mais non, il y a plein de diversité dans la nature. Il y a plein de nuances. Il y a des choses qui peuvent être rouge et bleu en même temps. Et dans une pièce, l'un peut trouver qu'il fait trop chaud et l'autre qu'il fait trop froid, parce qu'ils ont un ressenti différent. Et donc, dire à l'autre, ah oui, tiens, moi c'est une phrase que je propose souvent aux gens, ah tiens, toi tu vois les choses comme ça, ok, moi je vais y réfléchir. Ça veut dire, je reconnais que finalement tu es différent de moi, que tu as une vision des choses et un ressenti différent, et je peux regarder ça avec curiosité. Ah tiens, toi tu ok, bon, pourquoi pas.
Alors le conflit, c'est pas un signe de désamour, hein. Ça peut même être un signe de très bonne santé dans un couple, dans une famille. Oui, alors ça c'est un sujet très intéressant parce que on a souvent tendance, je crois que j'ai commencé mon livre là-dessus, on a souvent tendance à considérer que s'il y a un conflit, c'est un signe que la relation n'est pas vivable ou qu'il y a un gros problème structurel dans la relation. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Les rapports de force font partie de la nature et permettent de réguler la place de l'un par rapport à l'autre. Alors, qu'est-ce que vous appelez un rapport de force ? Alors, un rapport de force, moi je le vois, j'ai d'ailleurs parlé dans mon livre de rapport des forces. Je le vois comme une espèce d'événement mécanique. Hein, c'est-à-dire que, alors, on ne voit pas le geste que je fais, mais imaginons que... Alors, vous avez une bouteille qui est au-dessus d'un stylo. Voilà, imaginons qu'avec cette bouteille, je veux faire tomber mon crayon. Il va falloir que ma bouteille exerce une force sur le crayon suffisamment forte pour... Alors, je ne le tiens pas de manière très très forte non plus, mais pour amener un mouvement qui va, faire tomber le crayon. Tout le monde l'a entendu à l'antenne. Voilà. Il y a eu donc deux forces qui sont rentrées en contact. Et à l'inverse, si avec mon crayon, j'exerce une force plus grande, le crayon étant moins fort que la bouteille, il va falloir que la force soit plus grande pour que le crayon fasse tomber la bouteille. Voilà. Nos rapports entre les gens, c'est des rapports de force. Quand vous êtes dans le métro et que vous avez quelqu'un qui mesure 1m95 et qui fait 3 fois votre poids, qui vient s'asseoir à côté de vous, vous avez intérêt à essayer quand même de vous gonfler un peu pour pas qu'il vous écrabouille. Mais il s'en rend pas compte, lui, il est dans sa puissance, etc. Voilà. Et dans les conflits, il y a souvent des histoires de deux forces qui se rencontrent. Alors vous avez l'ado, on parle de l'adolescence. Pourquoi l'adolescence ? Parce que c'est le moment où on est en pleine poussée hormonale. Et donc là, pour le coup, il y a beaucoup de force et de puissance. Donc la force de l'ado qui s'exprime et que vas-y, que je te claque une porte et que je te balance un truc et que je dis ce que je pense sans pincette, etc. Et il va falloir que l'autre arrive à contrebalancer ça. Alors ça va pas être contrebalancé par une insulte ou par de la force brute, mais par une fermeté suffisante qui va pouvoir mettre une limite proportionnelle à la force qui est exprimée. Comment alors ? Donc cette limite, on la pose à quel moment ? Alors, en général, à moins et ça, c'est valable pas que pour les ados, c'est valable pour tous les membres de la famille. Oui, tout à fait. Et puis au-delà, comme vous disiez tout à l'heure, les conflits, s'il y en avait que dans la famille, on serait content, mais il y en a aussi en dehors. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, là encore, que la vie, même si elle est courte, on n'est pas obligé de tout résoudre dans les 5 minutes. Et souvent, dans nos conflits, on fait l'erreur de vouloir à tout prix résoudre ça le plus rapidement possible, parce qu'en fait, on supporte mal ce moment de désamour. C'est super désagréable. Ça fait mal, enfin, ouais, bien sûr. Ouais. Hein, on pleure dans son coin, on se dit mais c'est horrible, je vais jamais y arriver, on va divorcer, il m'aime plus, je le verrai plus. Bon, c'est horrible. Bon, on n'aime pas ça, mais il faut déjà apprendre à supporter ça, apprendre que c'est pas parce qu'on s'est balancé des choses un petit peu douloureuses à la figure que ça y est, c'est la fin de la relation, que l'ado va partir avec sa valise et qu'on le reverra jamais, ou que le conjoint va demander le divorce le lendemain. Ça arrive quand même assez rarement, ça. Donc, faut arrêter, faut calmer notre imagination. Ça, c'est la première chose. Donc, accepter peut-être d'attendre que la pression soit retombée. Si vous réagissez immanquablement sur le champ, vous risquez la plupart du temps d'avoir une réaction qui ne sera pas la bonne. En gros, la colère est mauvaise conseillère, on le sait. Donc voilà, acceptez de redescendre un petit peu. Votre ado vous sort une insanité, allez respirer un grand coup, faites-vous couler un bon bain, pleurez dans un coin s'il le faut, ça peut arriver, ça peut faire beaucoup de bien. Appelez votre meilleur ami, ah là là, il m'a sorti encore ça. Et puis après, avec la tête reposée, vous allez revoir avec lui. Alors, tu penses vraiment que je suis, moi ça m'est arrivé, tu penses vraiment que je suis la mère la plus nulle du monde ? Ben non, évidemment que non. Bon, ok, d'accord. Tu sais que ça fait mal quand même d'entendre ça. Ouais, je suis désolée. Bon, ben voilà. Mais sur le moment, c'est impossible. C'est sur le moment, vous allez dire quoi ? Ouais, mais toi aussi, t'es le fils le pire. Et là, il y a une phrase magique. Allez, on se fait un câlin. Mais oui. Non, mais ça, c'était avant. Mais oui. Avant le Covid. Alors, bon, en famille. Mais c'est vous qui le mettez dans votre livre, c'est une phrase magique. Bien sûr, c'est une phrase qu'on utilise, qui fonctionne. Alors, plus ou moins dans certaines familles. Il y a des familles où on se fait plus de câlins que d'autres, déjà. Le câlin, pourquoi c'est bien ? C'est bien d'une part parce que c'est un signe d'amour, parce que ça permet de se rapprocher de l'autre, et puis parce que ça permet de baisser la pression.
Quand on est submergé par la colère ou par la tristesse, on peut avoir tendance à rejeter l'autre ou à s'enfermer dans son petit coin parce qu'on ne supporte plus d'être touché, mais pas que physiquement d'ailleurs. On ne supporte plus que l'autre nous parle parce qu'on est blessé, on a mal, alors on est comme un peu allergique à l'autre et il s'agit d'aller se détendre physiquement. Le câlin, ça permet de ramener de la sérénité. On a peut-être, ou vous avez peut-être même tous vécu ça, tout allait pour le mieux du monde et hop, subitement, c'est la crise. Comment sortir de cette crise finalement, alors que c'était un dimanche magnifique, on était tous ensemble, il faisait beau et voilà. Alors déjà, se rappeler justement que la météo, elle est un petit peu comme les humeurs humaines, c'est-à-dire que il fait très beau et puis tout à coup il y a une averse, on ne sait pas pourquoi. Alors les professionnels, les météorologues, c'est ça, je crois qu'on dit, vont en général, s'ils sont pas trop mauvais, réussir à prévoir ça. Et puis les psychologues ou ceux qui s'occupent de ce qui se passe au niveau systémique, en observant l'ambiance, pourraient dire « Ah tiens, là, en plein milieu du pique-nique dans le bois, il y a le frère qui tout à coup s'est isolé, et il a commencé à faire un peu la tête, et puis on sentait que la mère, par exemple, elle était un petit peu inquiète. Bon, il y a quelque chose qui couve, qui est larvé, et à un moment donné, ça éclate. En gros, la crise, même si on a l'impression qu'elle arrive de nulle part, elle prend ses racines dans quelque chose qui s'est déjà passé, et dans souvent des blessures inconscientes qui vont à un moment donné s'activer. Est-ce que la crise, c'est un échec de la communication ? Souvent, parce que on n'a pas pu dire ce qu'on aurait peut-être dû dire avant. On n'a pas pu exprimer de la bonne façon à l'autre que on n'était peut-être pas d'accord, qui balance ses chaussures sales, pleines de boue, par terre sur le carrelage qu'on vient de nettoyer. Et donc, à un moment donné, on va exploser et on va lui dire « J'en ai marre de tes chaussures dégoûtantes, etc. etc. » Et là, tout de suite, c'est la pièce de théâtre. Il y a cette phrase magique aujourd'hui, ça fait partie des choses qu'on répète beaucoup, c'est transformer la crise en opportunité. On en parle beaucoup, notamment avec le Covid. Mais comment est-ce qu'on peut transformer une crise familiale ou une crise de la communication en opportunité ? En essayant de comprendre les causes de la crise et quelle porte elle peut ouvrir, à quoi elle nous invite. Je prends l'exemple tout à l'heure des chaussures sales, pleines de boue, balancées sur le carrelage tout neuf, tout propre. Alors, évidemment, il n'y a pas mort d'homme, c'est ce qu'on se dit souvent, mais c'est que des histoires de chaussures et de carrelage. Alors oui, à première vue, oui, mais si la personne qui nettoie le carrelage deux fois par jour ou moins ou plus, à chaque fois elle prend 10 minutes et qu'elle prend aussi 10 minutes à éteindre les lumières qu'on n'a pas éteintes et à faire ceci, à faire cela, à la fin ça fait 1 heure par jour et à la fin elle en a marre parce que c'est du temps qui lui est volé. Alors comment on transforme ça en opportunité ? Eh ben, on trouve le moyen de se poser à un moment donné avec l'autre et dire écoute, là on a un vrai problème. Toi, je comprends que tu puisses, en revenant du collège ou en revenant du boulot ou en revenant de ton cours de danse, je ne sais pas, balancer tes trucs comme ça, mais voilà les conséquences que ça a. Alors, quelle solution pourrions-nous trouver ? Comment on fait quand on a conscience qu'on est allé trop loin ? Ça arrive parfois. Alors, je vais peut-être vous étonner. La première chose à faire, on se pardonne soi-même. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est un thème, le pardon, qui m'intéresse depuis très 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 longtemps. J'ai d'ailleurs intervenu souvent sur ce thème. On se pardonne pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas compris soi-même pourquoi on est allé trop loin, quelle blessure il y avait derrière, on ne peut pas modifier quoi que ce soit de notre attitude. Tant qu'on se juge soi-même et qu'on se dit « Oh là là, je suis nul, jamais je me pardonnerai, c'est irrémédiable, j'ai loupé ma vie en faisant telle ou telle chose », on va être enfermé dans un statut de victime. Mais sans aller jusque-là, parfois, on a des réactions, on se dit « Ouais, t'en as peut-être un peu trop fait, là. T'as un peu chargé la barque, quand même. » Alors, toute la subtilité pour revenir à ce fameux ego. Ça méritait pas ça, quoi. Voilà. Ouais. Alors, pour revenir à cet ego dont nous parlions tout à l'heure, il faut aussi le chouchouter un peu, notre ego, quand même. On peut pas être dans l'humilité la plus totale tout le temps, à s'aplatir non plus. Alors, on va se dire, bon, ok, j'ai réagi comme ça. Oui, c'est vrai, j'en ai fait un peu trop, là. Quand même, j'ai un peu exagéré. Pourquoi j'ai exagéré ? Ah oui, parce que je me sentais comme ci, je me sentais comme ça. Alors, on n'est pas obligé d'aller dire à l'autre, je te demande pardon, j'ai vraiment été nulle, j'en ai fait beaucoup trop, je m'en rends compte, ça m'a empêché de dormir. Non, préservez votre ego aussi. Vous pouvez dire, écoute,
mon intention, c'était pas de te blesser. Et ça, c'est aussi une phrase magique. Mon intention, ça n'était pas de te blesser. Je suis vraiment désolée. Je suis pas désolée d'avoir dit ce que j'ai dit, parce que si j'ai dit à l'autre, t'exagères, tu comprends rien, et t'es vraiment un horrible égoïste, c'est peut-être que je le pensais et que c'est quand même un peu vrai. Et j'ai pas envie de revenir là-dessus, parce que je veux pas annuler ce que j'ai dit. La personne, faut qu'elle réfléchisse que là, quand même, elle a abusé. Mais je peux lui dire, mon intention, c'était pas de te blesser. Alors comment vous faites quand la communication est interrompue, que l'autre boude, qu'il est dans son mutisme, drapé dans son mutisme, ouais. Comment on fait dans ces cas-là ? Alors, il y a une différence entre l'enfant ou le conjoint drapé dans son mutisme pendant 3 jours parce que vous lui avez mal parlé ou vous avez décidé de travailler un jour où vous aviez prévu un week-end ensemble et qu'il ou elle vous en veut à fond. Vous l'avez planté la dernière minute. Voilà, c'est ça. Il y a des situations où c'est vraiment pas agréable, ça. Donc, une différence entre ça et puis la rupture qui a eu lieu il y a 10 ans avec la fameuse cousine de tout à l'heure, et on se dit qu'on pourrait peut-être essayer de raccrocher les wagons. Là encore, on revient toujours à la même chose, il va falloir comprendre ce qui s'est passé. Et si on arrive à comprendre ce qui s'est passé de notre côté, c'est déjà bien. J'ai réagi comme ça, ou j'ai dit ça parce que j'avais été touchée, parce que la personne m'avait fait ça, m'avait dit ça, etc. J'ai un exemple d'ailleurs d'une personne qui devait organiser l'enterrement de vie de jeune fille d'une de ses amies. Mais des années auparavant, l'amie en question, donc qui allait se marier, lui a fait quelque chose, lui a volé quelque chose en fait. Et donc ma patiente, elle a gardé ça. Ça lui faisait du mal. Elle se disait quand même, elle a volé chez moi. Je l'ai invitée chez moi, elle a volé quelque chose. 10 ans après, c'était encore et dans voilà. sa tête. Et elles sont restées amies, mais c'était plus pareil. Mais bon, quand même, il y avait un gros malaise, mais elles n'ont jamais crevé l'abcès. Et la voleuse demande à ma patiente d'organiser sa soirée, etc. Et elle dit oui. Et en fait, de ce jour-là, elle disparaît dans la nature. C'est-à-dire qu'elle n'a rien organisé du tout. Et donc, elle me raconte ça. Et oui, et c'est raide quand même pour la personne. Évidemment, alors elle est allée au mariage, tout le monde lui faisait la tête. Quelqu'un avait pris la soirée en... Oui, quand même, en charge. Voilà, quelqu'un l'avait remplacée. Et je l'ai invitée à aller avoir une discussion avec la personne. Lui dire, écoute, voilà, je suis désolée, je me rends compte, là pour le coup, il faut vraiment faire preuve d'humilité quand même. Je me rends compte que je t'ai planté, que c'est impardonnable. Que je comprends que tu m'en veuilles, mais je veux t'expliquer ce qui se passait en moi. J'ai voulu en fait t'épargner en ne te disant pas à quel point j'avais souffert 10 ans auparavant de ce que tu m'avais fait. Et c'est souvent ça dans les conflits. On veut épargner l'autre, alors on dit pas, et puis finalement ça va ressortir, on va lui faire encore plus mal. J'ai voulu t'épargner parce que notre amitié était importante, etc. Mais j'ai gardé tout ça et à un moment donné c'est ressorti. Alors après, ce que l'autre en fera, on n'en sait rien. Mais au moins, elle aura fait sa part. Alors, il y a des techniques, il y a l'ACP, pour ceux qui aiment les acronymes et qui aiment les techniques, ce qu'on appelle l'approche centrée sur la personne. Comment ça fonctionne, l'approche centrée sur la personne ? Alors, l'approche centrée sur la personne, il y a tellement de choses à dire. Il s'agit de Carl Rogers, et je vous invite vraiment à aller voir tout ce que ce monsieur a fait. Googlez Carl Rogers. Carl Rogers, qui était un homme bienveillant. Nous parlions tout à l'heure de la bienveillance. La bienveillance, c'est quoi ? C'est vouloir du bien à l'autre, tout simplement, et considérer que il a le droit d'être ce qu'il est. Ça, c'est une chose importante de l'approche centrée sur la personne. On l'accueille tel qu'il est, même si on comprend pas forcément tout, et on va juste l'accompagner ou l'aider ou lui permettre, c'est-à-dire ne pas lui défendre, ne pas lui interdire, mais lui permettre d'être et de faire ce qui est bon pour lui. Évidemment, dans la mesure où ça ne vient pas, vous connaissez le principe, la liberté d'autrui commence où s'arrête la mienne, etc. Donc, Carl Rogers, il a parlé donc de se mettre évidemment à la place de l'autre. Lui, ce qui l'intéressait, c'était se mettre à la place de son client ou de son patient, puisqu'il a œuvré dans le domaine de la psychothérapie et de la pédagogie. Mais dans toutes les relations, on peut utiliser ces principes. C'est-à-dire accueillir l'autre tel qu'il est, ne pas le juger, accepter qu'il n'a pas le même rythme que nous. J'avais une séance hier avec une patiente qui se plaint beaucoup de son compagnon, parce que c'est bien connu, c'est toujours l'autre qui est en faute. Et on essayait de voir ensemble comment il y avait une différence de rythme entre les deux. Lui, il avance plus vite sur certaines choses, il comprend certaines choses plus vite qu'elle, et puis, à l'inverse, elle est, voilà. Et ça crée évidemment un décalage. L'approche centrée sur la personne nous invite à reconnaître que l'autre a un rythme propre et lui faire confiance.
Voilà. Et il y a aussi la question de la congruence, chère la Carl Rogers. Ah, j'adore la congruence. Alors, la congruence, pour faire court, ça a vraiment à voir avec la cohérence. C'est-à-dire mettre à peu près en accord nos pensées, nos paroles, nos actions, notre manière de fonctionner. Si je vous dis que j'écris des livres sur la manière de sortir des conflits et que j'ai 12 procès avec mon entourage et ça va pas être congruent. Vous voyez ce que je veux dire? Les Américains ont une expression pour ça que j'aime beaucoup. Ça s'appelle walk and talk. Walk and talk, oui, tout à fait. Et en gros, c'est je fais ce que je dis ce que je fais. Enfin, et oui. Voilà. Et walk and talk, c'est marcher sa parole chez les Amérindiens. Et un beau cadeau, que je le salue au passage, qu'Olivier Clerc m'a fait dans la préface de ce livre, c'est de dire qu'Anne-Catherine marchait sa parole. Et c'est quelque chose une préface et une postface d'ailleurs. C'est assez rare. Vous avez des moyens, vous. Alors, j'ai 2 amis très chers, Alain Héril qui m'a préfacé plusieurs livres. Et il se trouve qu'on a demandé aussi à Olivier Clerc, qui est un ami, s'il voulait écrire quelques mots. Et Olivier a écrit une préface alors qu'on lui avait pas demandé, qui est en plus magnifique. Et donc, on s'est dit que le texte d'Alain serait mieux en ouverture, en perspective. Et je me retrouve très bien entourée de ces 2 amis. Et puis, on parlait de cette approche centrée sur la personne, l'ACP, mais il y a ce que vous appelez l'entretien de compréhension. J'adore ce concept. Oui, alors c'est dérivé des travaux de Carl Rogers. Mais oui, mais alors c'est quoi un entretien de compréhension? C'est un entretien où on va essayer de comprendre, mais surtout de comprendre l'autre. De comprendre qu'il est différent de nous. Je crois que dans la personnalité de Carl Rogers, c'est ce qu'il a voulu amener, et je pense que c'est la base de toutes les psychothérapies, ça c'est ma vision des choses, c'est qu'on va essayer vraiment de se mettre à la place de la personne. On va essayer de pénétrer les arcanes de son langage, de comprendre que, ah oui, elle, dans telle situation, elle réagit comme ça parce qu'elle est rationnelle ou parce qu'au contraire, elle est intuitive, parce qu'elle est comme ci, comme ça, parce qu'elle a telle blessure. Et voilà. Donc, on va accueillir ce qui se passe dans la réalité, sans rejeter. Parce que finalement, on peut comprendre beaucoup de choses si on fait l'effort d'écouter réellement ce qui se passe. On va terminer par la punchline du jour. Si je m'écoutais, je m'entendrais. Oui, ça c'est notre ami Jacques Salomé. Et oui. Alors le grand Jacques Salomé, parce que lui, c'est presque un pionnier aujourd'hui, je rappelle. Tout à fait. Il parle beaucoup de tendresse, Jacques Salomé. Tout à fait. On n'en parle pas assez de Jacques Salomé. C'est comme s'il était malheureusement un peu passé de mode. Mais c'est fou, parce que c'est un des pionniers, Jacques Salomé. Tout à fait, Jacques Salomé, qui nous a rappelé l'importance de la tendresse. Alors si je m'écoutais, je m'entendrais. Ça a l'air tellement évident, banal comme ça. Mais si vous saviez le nombre de personnes qui me demandent, mais en fait, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je l'aime? Est-ce que c'est bon pour moi? Je leur dis, mais qu'est-ce que vous ressentez? Je pense à une dame qui est arrêtée en burn-out depuis des semaines et qui, depuis le début, moi, depuis que je la connais, je sais qu'elle ne remettra pas les pieds dans sa boîte d'entreprise. C'est impossible. Et en fait, il lui est arrivé un truc dingue. Elle est allée, pour quelque chose qui n'avait rien à voir donc avec son entreprise, faire le même trajet en métro. Au moment où elle est arrivée devant la station à laquelle elle s'arrêtait pour aller travailler avant qu'elle soit arrêtée, elle est sortie, elle a vomi tout ce qu'elle savait. Et je lui dis, mais c'est clair là pour vous maintenant? C'est-à-dire que son corps, à l'approche du nom de la station, s'est dit, c'est pas possible. Alors qu'elle n'allait pas bosser, elle est arrêtée. Et elle a vomi toutes ses tripes. Et c'était pas une image, c'était en vrai. En vrai, elle a vomi. Elle a vomi, son corps, il a... Voilà. Et donc, voilà, si on s'écoutait, on s'entendrait. Bon, moi je préfère Ho'oponopono, tiens. Mais oui. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Merci de ce moment que vous nous avez consacré, que vous avez consacré aux auditeurs de Beurre FM. C'était très agréable. Merci de vous écouter. Anne-Catherine Sabas, votre livre s'appelle Une famille enfin paisible, sortir du cycle des conflits, aux éditions du Rocher. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pouvez voir la vidéo de cette émission qui a été filmée sur la chaîne YouTube. Vous pourrez la partager d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.